Bonsoir à tous, chers élèves. Ravi de vous savoir aussi nombreux parmi nous. Je vous rappelle juste les règles que vous connaissez maintenant, hein. Pensez à bien éteindre votre vidéo et votre audio. Vous pourrez poser toutes les questions dans le chat sous l'onglet Converser. Nous y répondrons au fil du temps. Parfait, bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Bon, donc, chers et chers élèves des lycées français d'Allemagne, de la Réunion, de la métropole, donc de France, je vous salue toutes et tous chaleureusement au nom du réseau Abibac. Je ne peux malheureusement pas tous vous citer parce qu'il y a plus d'une centaine d'établissements qui sont présents aujourd'hui. Déjà là, il y a 214 participants inscrits et ce n'est pas fini. Donc, je me réjouis en tout cas du succès de cette clôture des semaines de la BIBAC et du supérieur. Ça y est, c'est la fin. Après 13 conférences sur les parcours possibles pour vous dans le supérieur et dans le franco-allemand, après la conférence d'hier soir sur étudier en Allemagne, où vous étiez très nombreux, eh bien ce soir, on boucle le tour d'horizon avec une conférence de clôture autour de Parcoursup. Et pour le moment, ce moment important, parce que Parcoursup pour vous, ça va vous prendre quand même un petit peu de temps ces prochaines semaines et en début d'année, eh bien, j'ai la joie d'accueillir Monsieur l'inspecteur général Jérôme Teillard, qui est le chef de projet de Parcoursup, mais plus simplement, celui que les médias appellent Monsieur Parcoursup. Donc, mon cher Jérôme, un très grand merci pour ta présence ce soir au service de l'information de nos élèves, d'Abibac et d'Euroallemand. L'organisation de cet entretien est assez simple. Tu auras 20 minutes et pas plus, hein, pas moins, mais pas plus, pour présenter Parcoursup auprès des élèves. Ensuite, les élèves eux-mêmes, via la conversation en dessous, te poseront des questions via le chat. Et c'est mon collègue qui est là, Sébastien Young, qui te fera remonter les questions des élèves. Je voulais aussi remercier Émilie Poncin, qu'on ne voit pas là, mais qui assure magnifiquement toute l'organisation technique. À présent, j'ai déjà trop parlé. Place à Parcoursup, mon cher Jérôme. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour, merci beaucoup Xavier. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravi d'avoir ce moment d'échange avec vous sur Parcoursup et puis de pouvoir répondre ensuite à des questions. Alors, j'ai pas toujours toutes les réponses, mais néanmoins, j'essaierai de répondre à vos questions et puis de vous apporter au moins une vision globale pour commencer de ce qu'est Parcoursup et de la procédure dans laquelle vous allez vous engager à partir du mois de janvier prochain et jusqu'au mois de juillet, en gros, globalement. Alors, je crois que vous avez fait passer un petit PowerPoint. Il y a peut-être quelqu'un qui l'anime, je crois. Voilà. Alors, on peut tout de suite déjà démarrer là, sur la slide suivante pour que ça soit, qu'on s'engage dans voilà, ce parcours sur voilà. Alors, Parcoursup, c'est d'abord quelques principes qui sont importants pour nous et pour vous. D'abord, un accompagnement de l'élève à chaque étape de la procédure. Et ça concerne à la fois l'élaboration du projet d'orientation, on est en plein dans cette période-là, mais c'est aussi l'accompagnement de vos professeurs principaux, de tous nos outils d'accompagnement des élèves pour faire votre choix, puisque la procédure Parcoursup, elle vous permet à la fois de faire des choix, des vœux, et puis ensuite d'avoir des réponses, et ensuite de choisir votre formation pendant qui vous intéresse le plus, pendant cette période qui est à partir du mois de mai. Des informations clés pour connaître les formations, pour connaître les attendus, c'est-à-dire quelles sont les connaissances et les compétences qui sont attendues par les formations, pour connaître les critères, pour connaître les débouchés. Et en gros, tous ces éléments d'information qui seront présents sur Parcoursup sont des éléments qui vous sont utiles pour faire vos choix, pour en discuter aussi avec votre famille, avec votre entourage, avec des enseignants, mais en tout cas qui sont des éléments clés pour choisir. La prise en compte du profil de chaque lycéen, c'est le principe sur Parcoursup, c'est-à-dire c'est l'adéquation entre une formation et puis ce qu'est votre profil qui doit permettre de vous attribuer à la fois des réponses et à vous de faire des choix. Et puis, un élément important, je sais que les lycéens ils sont très attachés, c'est toujours vous qui avez le dernier mot. On vous fait des propositions, mais c'est vous qui choisissez sur Parcoursup. Il n'y a pas de choix imposé. Et puis, il existe pour ceux qui iront à l'université des dispositifs de réussite personnalisés. Alors, on les appelle les WICI sur Parcoursup,
qui sont en fait faits lorsque vous faites des choix, parce que certains d'entre vous seront sans doute concernés, comme il y en a chaque année. Vous êtes un lycéen, vous avez fait des choix, puis en fait, vous changez d'avis à un moment donné, et vous êtes sur une formation peut-être qui ne vous convient pas, comment dire, dans lequel il vous manque peut-être quelques éléments de connaissances et de compétences. Vous pouvez néanmoins être admis, mais être accompagné pour réussir. Alors, si on commence le parcours sur Parcoursup, c'est assez simple, il y a 3 phases. Une première phase donc dans laquelle nous sommes entre le mois de novembre et puis le mois de janvier 21, qui est une phase d'information, de découverte des formations. Une phase entre le 20 janvier et puis qui ira jusqu'au 8 avril dans laquelle vous êtes vraiment acteur, vous faites des vœux, vous faites votre dossier. Et puis une phase qui s'étend du 27 mai au 16 juillet, qui est la phase dans laquelle vous recevez des propositions et vous faites des choix. Alors, revenons d'abord sur la première période, qui est celle qui vous concerne. Peut-être sur la slide suivante, c'est cette période où finalement, qui est celle présente, où c'est le moment de construire son projet d'orientation. On a le droit de ne pas savoir, hein, c'est normal, mais il faut essayer de trouver les bons éléments pour finalement se renseigner. Alors, 2 sites importants, le site terminal 2020-2021 de l'ODICEP, qui est un site qui vous permet d'avoir accès à de l'information générale sur l'ensemble des filières et puis d'organiser votre recherche. Et puis le site Parcoursup qui est de toute façon ouvert encore aujourd'hui, dans lequel vous pouvez aller voir l'offre de formation qui est celle de l'année 2020, mais au moins ça vous renseigne déjà sur les formations. Et puis, vous avez peut-être eu déjà des échanges avec votre professeur principal et participer à une première semaine de l'orientation, ou encore va-t-elle s'organiser dans votre lycée, de manière à ce que vous puissiez poser des questions, vous informer, vous renseigner. Je crois que pour votre conseil de classe, vous renseignez une fiche de dialogue, qui est le premier élément dans lequel vous allez donner en fait quelque sorte vos premières perspectives. Parce que ce qui est important, et j'aurais peut-être dû le dire, mais en tout cas c'est le fil directeur, c'est que Parcoursup, c'est simple. Je pense qu'il ne faut pas se faire d'angoisse sur le fonctionnement de la plateforme. Elle est très simple. L'an dernier, il y avait 1 million d'usagers, et 1 million d'usagers, on n'a pas de problème de compréhension. Ce qui est plus compliqué, mais ce qui est le plus important pour vous, c'est de faire votre choix d'orientation et de faire votre projet. Alors, pour vous y aider, à partir du 21 décembre sur Parcoursup, vous pourrez voir la nouvelle offre de formation, qui est celle qui est en train d'être mise à jour, d'être créée en ce moment par l'ensemble des établissements de l'enseignement supérieur et qui sera disponible dans 10 jours exactement, voilà, quand on ouvrira le site. C'est le moment de consulter un moteur de recherche. Alors, on a un moteur de recherche qui ressemble un peu au site que vous pouvez fréquenter, hein, très facile d'usage et qui permet de géolocaliser sur l'ensemble du territoire les formations qui vous intéressent, de faire des choix et d'examiner. Puis, je pense que cette consultation pendant les vacances, en quelque sorte, elle doit vous permettre aussi de vous poser des premières 2 questions. Et puis, quand vous reviendrez en classe en janvier, ou même parfois pour certains, c'est peut-être aussi avec des jauges en distanciel. Je sais que il y a la crise sanitaire perturbe un peu le fonctionnement des établissements scolaires, bien sûr, mais en tout cas, de revenir avec des questions, des interrogations que vous pourrez partager avec vos professeurs, et puis qui vous prépareront aussi aux journées portes ouvertes auxquelles vous pourrez avoir accès à travers Parcoursup. Alors, voilà les 2 sites si on va sur la slide suivante. Le site de l'ODICEP, qui est celui qui s'affiche Terminal 20 2020-2021, et qui est une entrée pour avoir des informations donc, sur les filières, les métiers, et puis le site parcoursup.fr, et vous voyez là un extrait du moteur de recherche où vous avez une visualisation concrète des formations avec des informations qui vous seront apportées. Toutes ces informations-là seront mises à jour le 21 décembre. Vous pouvez regarder si ça vous intéresse dès maintenant, mais à partir du 20 décembre, vous aurez l'offre qui vous sera proposée pour l'année 2021. Alors, si on va sur la slide suivante, c'est la première grande phase de Parcoursup, celle qui va démarrer à partir du 20 janvier. Sur Parcoursup, vous vous inscrirez. Alors, c'est très facile pour s'inscrire sur Parcoursup. Il suffit d'avoir votre numéro INE. Votre numéro INE, vous l'aviez au moment de l'inscription au baccalauréat. Et si vous l'avez perdu, vous pouvez demander à votre établissement, vous le communiquera. Vous vous inscrivez, c'est très facile. Et ensuite, vous consultez l'ensemble de l'offre de formation et vous pouvez formuler jusqu'à 10 vœux. Et cela jusqu'au 11 mars.
Voilà. Le 11 mars, ça sera la date limite au-delà de laquelle vous ne pourrez plus faire de vœux. Il y a une deuxième date qui est importante, c'est le 8 avril. Et le 8 avril, vous finalisez votre dossier. Finaliser votre dossier, ça veut dire vous avez des formations. À la fois, il y a des travaux personnels. Vous avez notamment à justifier de votre motivation sur Parcoursup pour chaque vœu que vous allez formuler. Mais ça peut être aussi d'apporter des renseignements que vous ont demandé les formations. Je vais prendre un exemple concret. Peut-être parmi vous, il y en a certains qui sont intéressés par les filières STAPS. En STAPS, il y a un questionnaire qui est dans le dossier Parcoursup auquel vous devez répondre. Eh bien, pour répondre, vous avez jusqu'au 8 avril. Et puis, une fois que vous aurez fait vos vœux, finalisez votre dossier. Dans la période d'avril-mai, ça sera la période dans laquelle les formations vont elles-mêmes examiner votre dossier pour ensuite vous faire des propositions. Alors, ça me permet aussi de faire tomber peut-être des rumeurs ou de ce que vous avez pu entendre. La première chose, quand on formule des vœux, vous les formulez librement. Il n'y a pas de vœux imposés. Il n'y a pas besoin de se précipiter. Ce n'est pas en formulant vos vœux le premier jour d'ouverture que vous avez plus de chances d'être retenu sur une formation que si vous les formulez le 11 mars. Alors, je pense qu'il faut trouver un juste intermédiaire. Prenez votre temps, mais en même temps, n'attendez pas la dernière minute pour faire vos vœux. C'est toujours du stress. Alors, c'est un message que je délivre avec toujours beaucoup de conviction parce que, vous savez, je pense qu'au moins 80% des lycéens font leurs vœux dans les 3 derniers jours. Mais bon, ça n'empêche pas quand même de faire cette recommandation-là. Et puis, deuxième idée reçue, sans doute que vous avez entendu, Parcoursup, c'est un algorithme qui choisit mon avenir à ma place. C'est pas du tout ça. Parcoursup ne fait pas le choix. C'est pas Parcoursup qui fait le classement, qui détermine si vous allez être retenu dans telle ou telle formation qui vous intéresse. Ce sont des professionnels, des enseignants de l'enseignement supérieur qui vont examiner votre dossier et ce sont eux qui vont ensuite nous transmettre le classement qu'ils ont organisé et nous allons finalement être le messager, c'est-à-dire vous donner les résultats de l'examen des vœux qu'ont fait l'ensemble des formations. Alors, si on va à la slide suivante, finalement, qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier Parcoursup qui est celui que vous allez devoir constituer? Alors, soit que vous allez constituer pour ce qui vous concerne, mais aussi c'est votre lycée qui va transmettre un certain nombre d'informations. Alors, premier élément, vous voyez à gauche, le projet de formation motivée. Qu'est-ce que c'est? C'est, j'allais dire, en 10-15 lignes, d'exprimer votre motivation pour le vœu que vous choisissez. L'objectif, à travers cet exercice écrit, c'est quelque part que vous réalisiez aussi, vous preniez les renseignements. Il ne s'agit pas de faire une épreuve théorique, d'aller prendre des éléments sur Google, sur cette formation et de le dire. Ce qu'on attend, c'est vraiment ce que vous avez envie de faire. Comment vous êtes motivé? Est-ce que vous avez rencontré des professionnels qui vous ont convaincu d'aller sur votre formation? Parlez de vous. En fait, c'est ça qui est important. C'est vraiment d'exprimer ce que vous êtes, ce que vous avez envie de faire à travers cette motivation. Ce ne sont pas des éléments théoriques. Des pièces complémentaires pour certains dossiers, par exemple dans les formations d'art. Généralement, on demande des travaux à produire. Et puis, une rubrique aussi qui s'appelle « Activités et centres d'intérêt », qui est une rubrique qui est facultative sur Parcoursup, mais qui vous permet de vous faire mieux connaître et de dire, par exemple, quelles sont les activités que vous avez, quelles sont les connaissances, les expériences que vous avez développées et qui vous permettent de donner un petit peu un plus sur votre personnalité, ce qui vous intéresse, ce que vous avez appris. Ça peut être une langue que vous avez appris en dehors du cadre scolaire, mais ça peut aussi être, puisqu'on est là avec les lycées Abibac, de valoriser aussi l'expérience que vous avez acquise à travers ce réseau Abibac et cette formation particulière qui vous donne aussi une valeur ajoutée à faire valoir qui peut intéresser les formations d'enseignement supérieur. Alors, dernier élément, la fiche à venir. La fiche à venir, elle est renseignée par votre lycée. C'est la somme des appréciations sur les bulletins premier et deuxième trimestre renseignés par vos enseignants. Ce sont des éléments que vont remplir votre professeur principal sur votre engagement, enfin l'engagement, sur votre capacité de travail. Et puis, c'est une appréciation que va porter le proviseur de votre établissement à la fin du conseil de classe du deuxième trimestre. Un élément important cette année, vous le voyez sur l'année de terminale, vous aurez l'occasion, parce que vous le savez, il y aura des épreuves au mois de mars, des épreuves des 2 enseignements de spécialité.
c'est une manière de ces notes-là seront intégrées sur Parcoursup. Je pense que c'est une véritable évolution et il faut s'en satisfaire parce que elle va permettre en fait de valoriser le travail que vous faites en continu bien mieux. Vous savez que avant la réforme du lycée, finalement, Parcoursup prenait en compte les notes de votre bulletin scolaire, mais jamais vos résultats de baccalauréat. Là, pour la première fois, on prendra en compte les résultats de baccalauréat et les formations d'enseignement supérieur en sont très satisfaites parce que ça permet de mieux vous connaître et d'avoir aussi une plus juste appréciation du travail que vous avez fourni. Si on passe la slide suivante, ça me permet aussi d'insister sur une dimension qui est importante. Parcoursup, c'est aussi au service de l'égalité des chances, puisque des places sont priorisées pour les lycéens qui sont des lycéens boursiers dans des formations sélectives ou non sélectives. Et puis, pour ceux qui décident, qui sont lycéens boursiers et qui décideraient d'aller vers une formation en dehors de l'académie, il peut y avoir aussi une aide financière de 500 € qu'il est possible de demander quand finalement on va s'inscrire dans une formation hors de son académie d'origine. Un élément aussi pour ceux, alors je ne sais pas s'il y a des bacheliers professionnels ou technologiques là dans le réseau, mais nous donnons aussi des places priorisées pour que les bacheliers professionnels intègrent les BTS, pour que les bacheliers technologiques intègrent les bachelors universitaires de technologie. Ce sont ceux qui vont remplacer les diplômes universitaires de technologie. C'est une manière voilà, de donner des priorités, des coups de pouce dans Parcoursup pour un certain nombre de publics. On va passer maintenant à la dernière phase de Parcoursup, qui s'appelle la phase dans laquelle vous allez recevoir des réponses. Elle va se dérouler à partir du 27 mai et ira jusqu'au 16 juillet. Alors, et à partir du 27 mai, vous recevez vos propositions. Alors, moi, je voudrais là aussi délivrer un petit message de confiance. Je pense que parmi les candidats, alors il y a des formations, selon les formations, vous recevrez des propositions le premier jour et vous devrez choisir, mais peut-être que certains seront en attente dans leur classement. Ce qu'il faut savoir, c'est que le classement dépile très vite sur Parcoursup. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on n'a pas eu de proposition le premier jour que pour autant on n'en aura pas par la suite. Et on a énormément de propositions qui sont faites par les établissements et à chaque fois qu'un lycéen fait un choix, c'est-à-dire qu'il choisit une formation et il renonce à une autre formation, eh ben, il libère de la place pour les autres lycéens. Et donc, le processus fonctionne comme ça, en continu. Et rassurez-vous là aussi, vous aurez des indicateurs dans votre dossier qui vous permettront de savoir où est-ce que j'en suis. Voilà comment j'étais positionné dans la liste d'attente, comment ça a évolué d'un jour ou l'autre. Vous serez être acteur. Nous vous informerons à la fois sur votre messagerie Parcoursup, mais aussi sur votre portable, puisque vous nous donnerez votre numéro de portable, de manière à ce que toujours on vous informe lorsque vous recevez des propositions. Et globalement, vous avez au début de la procédure 5 jours pour répondre et puis ensuite 3 jours pour répondre. Alors, il n'y a aucun problème puisque ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en gros, en moyenne, les lycéens mettent 1 jour et demi à 2 jours pour répondre à des propositions. Donc, aucune inquiétude à se faire. Les résultats du baccalauréat, ce sera le 6 juillet. Et puis, le 14 juillet, fête nationale, nous vous enverrons les dernières propositions avant la fin de la procédure principale de Parcoursup, qui est celle qui va concerner la majorité des élèves. Et je voudrais être là aussi rassurant vis-à-vis de vous. Quand on est au 16 juillet, globalement, 9 lycéens sur 10 ont eu des propositions et ont fait un choix. Donc, vous le voyez, alors, il y a toujours un lycéen qui n'a pas encore trouvé de proposition et nous l'accompagnons parce que Parcoursup, ce n'est pas un dispositif dans lequel vous êtes seul. Nous essayons de vous accompagner. Alors, peut-être pour finir cette présentation, avant de passer à des questions que vous avez sûrement, si on regarde la slide suivante, quels conseils finalement, moi, je pourrais vous donner sur Parcoursup? Le premier, je l'ai dit un peu dans mon propos, ne pas attendre la dernière minute parce que c'est la pire des solutions, mais prendre le temps de préparer son projet. Profitez des échanges au sein de votre lycée, des opportunités, de journées portes ouvertes. Alors, je sais, au cours de cette année, on est dans une année particulière dans laquelle il n'y a pas de journée portes ouvertes encore en présentiel, il n'y a pas les grands salons, mais vous avez des opportunités de participer à des salons virtuels. Nous allons en proposer nous-mêmes et même nous avons commencé à faire des chats qui sont disponibles régulièrement pour vous permettre de mieux comprendre la procédure.
et de poser des questions au moment où vous le souhaitez. Au moment de l'ouverture de Parcoursup, préparez les éléments en avance pour vous inscrire et renseignez les coordonnées, ça c'est une incitation que l'on fait, les coordonnées de vos parents aussi qui peuvent eux-mêmes recevoir les propres informations que vous recevrez. Et je le dis non pas pour qu'ils fassent des choix à votre place, c'est vous qui êtes les acteurs de Parcoursup, mais simplement, il y a des fois, ce n'est pas inutile quand on vous a donné un délai, qu'il y ait plusieurs personnes dans votre famille qui soient bien au courant de ce délai, de sorte que personne ne rate le délai. Croyez-moi, je parle d'expérience, c'est vraiment quelque chose de précieux. Et puis d'aborder cette phase d'admission sereinement. Vraiment, l'an dernier, il n'y avait que, alors c'est évidemment trop, mais ça restait 591 lycéens à la fin de la procédure à qui nous n'avions pas pu faire de proposition pour qu'ils trouvent une formation. Au début de la procédure, il existait 662 000. Donc 591 sur 662 000. Voilà, nous faisons des efforts au maximum pour vous accompagner, mais je crois qu'il faut être serein. Et ce qui est important, c'est de faire des choix de formation en prenant le temps de se renseigner. Et puis, en permanence, vous avez des comptes sociaux Parcoursup qui vous permettent de vous tenir informé, d'être alerté, d'avoir les bonnes informations Parcoursup. N'hésitez pas à vous abonner. Et tous nos collègues sont là pour vous répondre, aussi bien en académie qu'au niveau national. Voilà, j'en ai terminé. J'ai essayé de respecter le timing. Et maintenant, place aux questions pour répondre à vos cas un peu concrets. Merci beaucoup, monsieur l'inspecteur général. Alors, il y a une première question d'Alex du lycée Nelson Mandela. Y a-t-il des spécificités pour les élèves à Bibac pour s'inscrire à des parcours pour des parcours allemands ou franco-allemands sur Parcoursup? Alors, les spécificités, c'est que, vous êtes de toute façon des bacs assimilés à des bacs français qui vous permettent d'avoir les remontées de notes comme l'ensemble des lycéens. Et ensuite, ce qui compte, c'est que vous puissiez à la fois faire valoir dans votre dossier personnel, votre inscription dans la filière particulière que vous avez, et nous travaillons avec l'enseignement scolaire de manière à ce que ces notes-là, les notes et la spécificité de vos formations puissent être prises en compte. Mais je le disais parce qu'on a eu l'occasion d'échanger avec Xavier, au-delà de l'information que l'on peut porter dans le dossier, le travail que l'on a à faire et qui est un travail collectif avec vos lycées, avec aussi les équipes de Parcoursup, c'est de mieux faire connaître ce que sont les spécificités de vos formations pour les formations d'enseignement supérieur. Je crois que le réseau Abibac, c'est connu dans le monde scolaire parce que c'est une vraie réalité et que ça concerne beaucoup d'élèves. Souvent, ce n'est pas assez connu par les formations d'enseignement supérieur. Donc, il y a à la fois un travail de notre côté pour le valoriser, et puis il y a le travail, j'ai évoqué tout à l'heure le projet de formation motivée, j'ai évoqué tout à l'heure la rubrique activité et centre d'intérêt. Ce sont aussi des rubriques dans lesquelles vous avez la main, c'est vous qui écrivez, et dans lesquelles moi je vous engage à valoriser finalement la spécificité de votre parcours. Merci beaucoup. Je pense que ça répond à une série de questions, donc je ne reprends pas toutes les questions qui allaient dans le même sens et à laquelle M. Jérôme Théard a répondu. Alors, une autre question, je pense qu'elle va être assez rapide, la réponse. Y a-t-il un lien entre le Parcoursup français et le Parcoursup allemand? Ah non, il n'a pas de lien. Parcoursup regroupe l'ensemble des formations du premier cycle de l'enseignement supérieur, qui sont les formations qui se déroulent en France. Porté par en tout cas des établissements français. Il peut arriver dans certains cas qu'il y ait des établissements, qu'il y ait des parcours qui prévoient aussi des formations à l'étranger. Je sais par exemple, vous savez, l'université PSL, Paris-Dauphine, qui est présente sur Parcoursup, a des parcours dans lesquels qui peuvent être, moi j'ai souvenir, Londres, Madrid et Berlin, dans lesquels vous pouvez trouver ces formations sur Parcoursup. Après, pour que vous ayez ce qu'il y a déjà présent sur Parcoursup, c'est 17 000 formations environ. Il y en a 4 000 en apprentissage, donc ça en fait 12 000 sous statut étudiant, et c'est l'ensemble des formations qui délivrent des diplômes reconnus par l'État. Je pense que c'est ça qui est important sur Parcoursup. Il y a des formations hors de Parcoursup,
mais les formations hors de Parcoursup, elles ne vous délivrent pas des diplômes reconnus par l'État. Pour celles qui sont en France, et je pense qu'il y a aussi une garantie de fiabilité sur les formations qui sont proposées sur Parcoursup. Alors, Émilie pose la question, est-il vrai, alors ça concerne l'algorithme, je pense que ça, il y a beaucoup d'élèves se posent des questions. Est-il vrai que l'algorithme trie automatiquement nos dossiers et le rejette directement sans le proposer aux écoles si l'une de nos moyennes ou encore de nos remarques ne convient pas? Non, ça serait trop. Je pense qu'il faut sortir de cette croyance-là. Et encore une fois, mais je le redis, il n'y a pas d'algorithme mécanique qui trie et qui fait les choix à votre place. Ça n'existe pas. Il y a des formations avec des enseignants, avec des professionnels qui examinent vos dossiers. Ce sont eux qui déterminent les critères et vous pourrez voir sur Parcoursup, nous leur avons demandé, parce que nous avons aussi entendu la demande des lycéens, d'avoir plus de transparence sur quels sont les critères, quels sont les attendus. Et cette année, nous mettrons même sur Parcoursup, alors ça servira plus forcément aux élèves de terminale, mais à ceux qui seront prochainement en terminale, aux élèves de seconde, de première, on donnera aussi, du point de vue des formations, quels peuvent être des conseils de parcours au lycée. Parce que l'objectif, il est à la fois de vous dire la vérité, parce que je pense que c'est important. Vous sachiez, est-ce que ces formations, elle est faite pour moi hein, par rapport au profil que j'ai. Ça, c'est une information importante parce que préparer son projet d'orientation, c'est essentiel. C'est ça qui est le plus difficile sur Parcoursup. Et donc, on vous donne des éléments. Donc, moi, je rassure la jeune fille qui a posé cette question. Il n'y a pas d'algorithme qui font les choix à la place des enseignants. Et ce qui compte, c'est de bien renseigner votre dossier. Et ensuite, ce sont les notes que vous avez eues dans les différentes disciplines qui seront prises en compte. Alors, d'autres questions, je les résume, qui concernent les bourses, et notamment, est-ce que des lycéens qui ne seraient pas boursiers pourraient demander des bourses pour le supérieur? Alors, c'est important cette question parce que ce que nous prenons en compte dans Parcoursup, parce qu'on leur donne une priorité qui est une dynamique d'égalité des chances, c'est des lycéens boursiers qui étaient boursiers des bourses nationales du lycée. Par contre, quand vous ferez votre dossier Parcoursup, nous vous alerterons sur le fait que vous pouvez demander des bourses auprès de l'enseignement supérieur. Il y a un site qui s'appelle étudiant.gouv.fr et même dans le dossier Parcoursup, vous pourrez faire une simulation de bourse pour voir si, en fonction de vos revenus, vous êtes éligible aux bourses de l'enseignement supérieur. Et pour donner une illustration, les bourses du lycée sont plus restrictives dans leurs conditions. C'est à peu près 20% des lycéens français qui sont boursiers. Alors que si je passe à l'enseignement supérieur, il y a à peu près 33% d'étudiants qui sont des étudiants boursiers. Donc, on vous permettra sur Parcoursup, de faire une simulation, de vous donner les éléments pour que vous alliez déposer un dossier de bourse dans l'enseignement supérieur. Alors, une autre question concernant les spécialités. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'élèves qui se posent la question. Bon, là, elle était très précise en demandant est-ce que pour faire MPI, est-ce qu'il faut faire NSI en terminale? Mais de manière plus générale, peut-être, est-ce qu'il y a des spécialités qui sont obligatoires pour faire certaines… Alors c'est une question importante hein, parce que la réforme du lycée vous a offert des choix. Et notre responsabilité collective est aussi de vous donner de la visibilité, et de donner de la transparence et de la visibilité sur ces opportunités. Ce que l'on a essayé de faire, et on y travaille encore, là, parce que ça sera disponible à partir du mois de décembre, consolidé complètement en janvier, c'est de demander par les grands groupes de formation, finalement, qu'elles affichent auprès des lycéens une rubrique qui s'appellera Information lycéen Bac 21, qui est une information sur quels sont des parcours recommandés pour réussir dans la formation, avec aussi bien des choix en première que des choix en terminale. Mais ce que nous avons demandé aux formations, c'est qu'il n'y ait jamais une seule doublette gagnante. Donc, pas de choix obligatoire. On peut vous faire des recommandations fortes parce que quand vous faites par exemple MP2I, il y a évidemment un enjeu de faire des mathématiques, mais
il faut qu'on puisse vous donner aussi une diversité de choix. Donc, on y travaille en ce moment de manière à ne pas enfermer. Et puis, il y a un autre élément moi, auquel je suis attaché, parce que j'ai été lycéen comme vous, hein, c'est que il y a l'importance des spécialités, mais il faut aussi prendre en compte le niveau. Parce que, enfin, j'imagine tous les adultes là qui sont là avec vous, ils n'ont peut-être pas fait le parcours idéal au lycée par rapport à ce qu'ils voulaient faire, mais pour autant, à un moment donné, le niveau, il compte. Si vous êtes motivé, que vous avez un niveau, que vous n'avez pas forcément fait les bons choix, il faut quand même porter sa candidature. Parce que vous arrivez, et c'est une valeur que vous avez. Vous êtes un excellent élève, et il faut pouvoir. Et puis, un autre élément qui est important sur Parcoursup, vous avez dit vœux. J'ai vu passer une question tout à l'heure, ça me permet de répondre en même temps. Sur le nombre de vœux, jusqu'à 10 vœux, la moyenne des vœux par les lycéens, c'est 9 vœux environ. Donc, vous avez suffisamment de vœux et on n'a jamais vraiment de situation dans laquelle je n'ai pas assez de vœux pour faire mon projet. Ce qui est important de bien avoir en tête, c'est que chaque vœu est indépendant. Vous pouvez faire un vœu sur une classe préparatoire, un vœu à l'université, un vœu dans une école d'ingénieurs. Chacune des formations ne connaît que le vœu que vous avez fait pour elle. Elle ne connaît pas les autres vœux que vous avez faits. Il n'y a que moi qui le sais, mais ça reste dans le secret entre nous et vous. Mais en tout cas, vous êtes libre de faire vos vœux, vous avez suffisamment de vœux, et au-delà des choix de spécialité, il y a la question du niveau. Et puis, par exemple, à l'université, je l'évoquais parce que certains d'entre vous seront concernés. Vous avez fait un choix quand vous étiez en première, j'ai pris 2 enseignements de spécialité parce que ça m'intéressait. Et puis, finalement, vous avez fait une découverte au cours de votre année de terminale qui vous amène à changer votre projet d'orientation. Ça arrive à tout le monde. Ça nous est arrivé, ça vous arrivera, ça arrivera ensuite à vos successeurs. Et ce que l'on a dit aussi aux formations, c'est de prendre en compte aussi ces changements de parcours. Et je le disais à l'université, les universités vont aussi, par exemple, s'adapter à ce dispositif pour peut-être accueillir demain des lycéens qui se sont orientés vers une formation pour laquelle ils n'avaient pas forcément le parcours le plus recommandé. Et peut-être que vous serez retenu à l'université, et que l'université vous proposera en disant, pour que tu réussisses, je propose que tu aies un renforcement dans telle discipline parce que tu ne l'as pas fait forcément au lycée. Après, je pense qu'il faut aussi avoir prendre en compte, et nous le disons aussi à l'ensemble des formations, il n'y a pas que les enseignements de spécialité, il y a aussi le tronc commun. Et le tronc commun au lycée, il est important. Et je crois que nous essayons de donner une somme finalement. Il y a des enseignements que vous approfondissez, et puis il y a des enseignements communs. Et la réforme du lycée a été aussi construite pour permettre de consolider, d'avoir un niveau d'exigence supplémentaire et qui vous prépare mieux pour l'enseignement supérieur. La spécialité abandonnée est-elle prise en compte? Oui. Dans les évaluations communes, quand vous l'avez vu dans la slide, vous pourrez garder, et Xavier diffuser à l'ensemble des lycéens qui nous écoutent, vous avez à la fois les épreuves anticipées de français, mais vous avez aussi les évaluations communes. Alors, la spécificité de cette année, vous le savez, c'est le fait qu'on va partir d'une moyenne des bulletins scolaires pour établir les évaluations communes compte tenu du contexte sanitaire. Mais si on n'avait pas eu cette particularité de cette année, eh bien, on aurait pris en compte finalement la spécialité abandonnée parce qu'elle aurait fait l'objet d'une épreuve. Alors, il y avait plusieurs questions sur une année de césure. Donc, dans le cas où, dans le cas d'une année de césure, est-ce qu'il faut s'inscrire premièrement dans Parcoursup? Je suppose que oui. Et deuxièmement, si on fait cette année de césure et qu'on a déjà participé à Parcoursup, est-ce que la place est conservée ou non? Alors, absolument, c'est une question importante. Donc, la césure, on est en césure quand on est étudiant, inscrit. Ça veut dire que vous faites d'abord Parcoursup. On vous proposera dans votre dossier Parcoursup d'indiquer est-ce que vous envisagez de faire une césure. Cette information ne sera pas donnée aux formations immédiatement. Cette information, nous la conserverons, mais nous la communiquerons aux formations au moment où vous aurez accepté votre formation. Vous aurez à construire un dossier de césure auprès de votre établissement. Et si le dossier est accepté, parce qu'il y a un vrai projet derrière de construction personnelle, de choix professionnels, par exemple, ou d'anticipation de choix professionnels, si vous partez en césure, vous le serez en tant qu'étudiant.
ce qui vous donne le statut d'étudiant, ce qui vous donne aussi potentiellement l'accès aux bourses, ce qui vous donne la sécurité sociale qui est associée à ce régime. Et l'année suivante, quand vous terminez votre césure, vous n'avez pas à repasser par Parcoursup. La place a été conservée. Mais je le dis aussi, ça n'est pas forcément je veux dire, c'est pas une prison. Si jamais vous changez de projet pendant votre césure, que vous avez envie de changer de voie de formation, vous avez le droit. Et à ce moment-là, vous repasserez sur Parcoursup parce que vous n'êtes plus intéressé par la formation finalement dans laquelle vous y étiez inscrit. Alors, des questions aussi sur les vœux et les sous-vœux. Oui. Et notamment, si on s'inscrit dans une université pour un vœu sélectif, est-ce que, et pour un vœu non sélectif, est-ce que voilà, les liens, voilà. Alors, comment fonctionne sur Parcoursup, alors d'abord, ça me permet de dire une notion importante. Sur Parcoursup, il y a 2 catégories de formation. Il y a les formations dites sélectives. Je vais donner quelques exemples. Ce sont les Sciences Po, par exemple, les IEP. Ce sont parfois, ce sont les BTS, ce sont les IUT, ce sont les classes préparatoires, ce sont les écoles d'ingénieurs ou les écoles de commerce. Ce sont les instituts de formation en soins infirmiers. Ce sont parfois des licences sélectives à l'université, des doubles diplômes, généralement. Et puis, il y a les formations qu'on appelle non sélectives, qui sont les licences à l'université. Quelle est la différence entre les deux? Dans une formation sélective, la formation peut estimer que votre dossier ne permet pas de garantir que vous réussirez dans cette formation et auquel cas, elle peut vous dire non. Non, vous ne serez pas retenu dans cette formation. Dans une formation non sélective, comme les licences à l'université, il n'y a pas de réponse négative. Après, vous pouvez être dans une liste d'attente et ensuite, la liste d'attente, finalement, on ira jusqu'à la limite de la capacité d'accueil de la formation. Mais pour autant, on ne vous dit jamais non. C'est ça qui fait la différence entre les deux. Alors maintenant, si je reviens à la question des sous-vœux. Alors, évidemment, je l'ai dit, les vœux sont indépendants les uns des autres. Des sous-vœux, qu'est-ce que ça permet de faire en fait? Le sous-vœu, ça permet de faire plusieurs vœux sans que ça rentre dans votre compteur du nombre maximal de 10. Je vais donner des exemples très concrets. Quand vous êtes, parce qu'il y a une diversité de sous-vœux, je prends par exemple École de commerce, le concours Sésame, qui est un grand concours. Vous faites un vœu pour le concours Sésame et ensuite vous pouvez faire des sous-vœux qui correspondent à différentes spécialités. Et le nombre de sous-vœux est illimité et il ne rentre pas en compte finalement dans votre compteur global. Deuxième situation, parce que c'est un peu différent, classe préparatoire MP2I. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions sur MP2I. Vous faites un vœu sur MP2I, ensuite vous accédez à la liste de tous les établissements des classes préparatoires qui sont en France, qui proposent cette MP2I. Et à ce moment-là, vous pourrez finalement avoir jusqu'à 10 choix de sous-vœux qui vous permettront, en fonction de cette classification, vous pourrez à nouveau prendre un autre choix, par exemple, je ne sais pas quoi, moi, un IUT maintenance informatique qui vous intéresse. Là aussi, vous avez le diplôme national et vous avez un seul vœu qui compte. Et ensuite, vous avez des sous-vœux en fonction des établissements. Rassurez-vous, vous n'avez pas besoin de faire le décompte dans votre tête. Parcoursup tient le décompte pour vous et vous indiquera quand vous êtes, voilà, où est-ce que vous vous situez. Vous ne pouvez jamais dépasser la limite. Mais ce qui veut dire, et qui vous permet de rassurer les élèves, c'est que finalement, la moyenne, c'est de 9 vœux, mais vous pouvez avoir beaucoup plus de vœux, en fait. Simplement, les sous-vœux, ça permet voilà, de démultiplier et ce qu'il faut garder en tête, c'est de ne faire des vœux que sur ce qui vous intéresse. Ça ne sert à rien parce qu'il y a une liste de sous-vœux, de faire des sous-vœux, de cliquer de partout. Ce n'est pas ça qui a de l'intérêt. Ce qui a d'intérêt, c'est que vous puissiez faire suffisamment de vœux correspondant finalement à la palette de projets que vous envisagez. Et chaque vœu donnera lieu à une réponse. À partir du 27 mai, vous aurez des réponses et vous répondrez ensuite au fur et à mesure. Donc, vous aurez, par exemple, dans les réponses, vous pouvez avoir une réponse positive et vous avez un certain délai. Alors, au tout début, le premier jour, ça sera 5 jours et ensuite, ça sera 3 jours. 3 jours pour répondre. Là aussi, pas de panique. Vous avez un compteur dans Parcoursup qui vous dit combien de temps il vous reste. Le premier jour où vous recevez une proposition, je vous envoie un SMS pour vous le signaler. Le dernier jour, quand il vous reste 24 heures, je vous envoie un autre SMS. Vous allez voir, on n'arrête pas de s'écrire.
Moi, j'envoie 30 millions de mails dans chaque procédure Parcoursup. J'envoie 6,5 millions de SMS. Donc, vous voyez, alors je ne suis pas tout seul à les faire, mais donc, nous avons beaucoup d'outils de dialogue. Et à travers, je parlais des comptes sociaux de Parcoursup, là aussi, vous pouvez poser vos questions. On a une FAQ sur Parcoursup qui permet de répondre à toutes les questions parce que ça fait 3 ans qu'on l'enrichit au fur et à mesure des situations individuelles. Donc, on espère de répondre à tous les cas de figure. Mais vous avez des solutions toujours pour demander. Dans votre dossier, vous avez une messagerie contact. Cette messagerie contact, elle vous permet d'être en interaction avec les responsables de Parcoursup et de poser vos questions. 2, vous avez un numéro vert gratuit sur Parcoursup qui vous permet là aussi par téléphone de poser des questions. 3, vous avez les comptes sociaux Parcoursup. Vous posez des questions. Moi, j'ai des collègues, ils font ça en permanence, d'essayer de répondre aux candidats. Et quand nous avons des réponses qui intéressent une collectivité, on en fait profiter à tous de la réponse sur une question individuelle qui a pu se poser. Vraiment, on a l'occasion de vraiment partager avec vous et de vous donner des conseils. Question importante que je vois s'afficher, est-ce que si j'accepte la première proposition, je perds tout le reste? Alors non. Quand vous acceptez une proposition, Parcoursup va vous interroger, est-ce que vous souhaitez garder les autres vœux pour lesquels vous n'avez pas encore de réponse en attente? C'est vous qui décidez. Vous cochez en disant oui, je veux garder les vœux en attente. Alors, là aussi, un conseil, ne gardez des vœux que par rapport à ce qui vous intéresse. Et ce qui est important, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de hiérarchisation des vœux sur Parcoursup, c'est-à-dire que vous faites vos choix librement, sans les classer dans un ordre hiérarchique en amont. Il faut que dans votre tête, vous ayez une hiérarchie. Vous savez ce qui vous intéresse le plus. Et il y a une règle d'or sur Parcoursup, vous allez la comprendre très vite, on n'occupe jamais 2 chaises à la fois. Un peu comme dans la vie, quoi. Ce qui veut dire que quand vous faites un choix, si vous avez 2 propositions qui arrivent en même temps, ça arrive, il y en a même, ils ont 10 propositions le premier jour, en même temps. Évidemment, il faut choisir. C'est pour ça qu'il faut préparer sa hiérarchie dans sa tête. Mais si vous avez une proposition, je vais prendre un exemple très concret, je suis le 27 mai. C'est Mathilde, parce que je vois que c'est Mathilde qui pose une question. Mathilde reçoit 3 propositions. Le 27 mai, Mathilde aura 5 jours pour choisir celle qu'elle retient parmi ces 3. Et puis, Mathilde, évidemment, elle a fait 10 vœux, donc il lui reste 7 vœux dans lesquels elle est en attente, elle est en liste d'attente. Elle va pouvoir voir dans son dossier où est-ce que j'en suis de ma liste d'attente. Elle peut dire dès le premier jour, je garde mes 7 vœux en attente. Elle peut aussi dire, j'en garde 5 parce que les 2 autres, ils ne m'intéressent plus. On est 10 jours plus tard, au début du mois de juin, et Mathilde reçoit une proposition sur un des vœux qu'elle avait en attente le 27 mai. Là aussi, à nouveau, elle a 3 jours pour choisir et elle peut tout à fait finalement accepter la nouvelle proposition, ou quelque cas celle qu'elle avait acceptée le 27 mai, eh bien, elle la rend et en quelque sorte, elle ira bénéficier à un autre candidat. Donc, vous pouvez faire des choix dans le temps, vous pouvez garder des vœux en attente, vous avez jusqu'au 16 juillet finalement pour garder des vœux en attente. Mais évidemment, ce qui est important sur Parcoursup, parce qu'on vous donne des indicateurs, les indicateurs, ils vous permettent de vous rassurer et en même temps de faire des choix. Vous rassurer parce que vous allez voir quand on sera le premier jour, vous serez peut-être sur, beaucoup d'entre vous seront en liste d'attente, mais on vous donnera des indicateurs pour voir quel était le rang du dernier qui a été pris dans une formation l'année dernière. Comme ça peut vous rassurer. Vous voyez le premier jour, vous êtes 500e en liste d'attente. Sauf que le dernier prix l'année précédente dans cette formation, il est 3 millième dans la liste d'attente. Donc, ça vous rassure en vous disant qu'il y a une provision qui va arriver. Voilà un petit peu la logique de Parcoursup. Il y a plein de questions, on ne va pas pouvoir tous les traiter. Peut-être une dernière question sur le caractère obligatoire, et c'est notamment pour les élèves qui souhaitent étudier en Allemagne, donc qui ont déjà un projet. Est-ce qu'il est obligatoire de s'inscrire sur Parcoursup à une formation en France? Et du coup, une autre question sur est-ce qu'il est obligatoire de s'inscrire dans une université de son secteur? Alors, 2 questions un peu différentes. Il est jamais obligatoire de s'inscrire sur Parcoursup. Vous vous inscrivez sur Parcoursup quand vous avez un projet. Après, si je prends le cas d'un lycéen qui est intéressé peut-être par des formations en Allemagne et des formations en France, vous pouvez, par prudence, vous inscrire sur Parcoursup et faire ce choix parce que vous ne savez pas finalement ce que vous allez choisir à la fin. Par contre, ce qui est important, et nous allons vous interroger au moment où vous ferez vos vœux,
moi, je vous poserai une question sur Parcoursup en disant, est-ce que vous avez d'autres projets en dehors de Parcoursup? Un projet personnel, un projet d'études à l'étranger, un projet professionnel. Et à ce moment-là, vous devrez me répondre pour me renseigner. Et puis, là où il faut être solidaire, c'est que si je prends l'exemple de cet élève qui finalement s'inscrit en Allemagne, il faut vous désinscrire de vos vœux en France. Vous n'allez pas garder un vœu en France alors que vous vous inscrivez à l'étranger, effectivement, parce que la place que vous occuperiez en France, il faut la céder à un de vos camarades qui, lui, est intéressé par faire une formation en France. Deuxième question importante, est-ce que je suis obligé de faire des formations dans mon secteur? Alors, qu'est-ce que c'est le secteur sur Parcoursup? Le secteur, c'est uniquement pour les formations non sélectives, donc les formations dans l'université. Le recteur, le secteur, c'est généralement le territoire de l'académie. Et le recteur, à un moment donné, en fonction des candidatures qui sont présentées, va fixer un ordre de priorité. L'objectif, c'est de rendre prioritaires les élèves qui habitent dans leur académie, de manière à ce que pour se rendre dans une formation, finalement, on ne soit pas obligé de sortir de son académie. Par contre, on a aussi un équilibre dans Parcoursup, c'est qu'on encourage la mobilité. Donc, les recteurs font un ajustement. Donc, moi, le conseil, pour être clair, que je peux donner, c'est si vous pouvez toujours faire des vœux en dehors de votre académie. Peut-être qu'il faut doser dans vos différents vœux en faisant des vœux à l'extérieur de l'académie, mais aussi des vœux dans votre académie. C'est particulièrement le cas si vous faites des vœux sur des formations extrêmement demandées. Je vais prendre un exemple concret qui va parler à tout le monde. Vous avez envie de faire du droit. Vous avez, et je le redis et je le redirai toujours, on fait de l'excellent droit partout en France. Mais néanmoins, vous avez entendu parler de la licence de droit à Paris 2, vous avez entendu parler de la licence de droit à Paris 1, dont on vous a dit qu'elles étaient très prestigieuses, et je ne vais pas vous dire le contraire. Vous pouvez faire un vœu en licence de droit à Paris 2, Paris 1. Moi, le conseil, c'est aussi de faire des vœux dans votre académie, là où vous serez prioritaire par rapport à d'autres candidats, parce qu'à Paris 1 et à Paris 2, il y a énormément de candidats. C'est de l'ordre de 15 000. Donc, évidemment, si vous êtes d'une autre académie, vous serez moins prioritaire que ceux qui sont situés en Île-de-France, puisqu'en Île-de-France, on a une particularité, c'est qu'il n'y a pas le découpage académique entre Paris, Créteil ou Versailles, c'est l'ensemble des 3 académies qui fait un seul et même secteur. Voilà. Là aussi, petit élément qui sera simple sur Parcoursup. Quand vous faites un vœu sur Parcoursup, sur une licence, on vous dira si vous êtes du secteur ou pas du secteur. On t'entend pas. Voilà. Merci beaucoup Jérôme. Bon, il y a encore beaucoup de questions. Il y a quand même des questions qui reviennent et après, je vais devoir conclure. On va devoir conclure sur la question du classement qui apparemment préoccupe quand même beaucoup les élèves qui demandent effectivement, parce que les AMIBAC, comme tu le sais, sont des classes où le niveau quand même est relativement élevé du point de vue des résultats. Et donc, les élèves se disent, et ça, je pense que c'est quand même important que tu interviennes là-dessus, se disent qu'effectivement, s'ils sont au milieu de classe en AMIBAC, ils vont être un peu lésés, alors que si c'était dans une classe non AMIBAC avec des profils plus hétérogènes, c'est peut-être plus valorisé. Alors, qu'est-ce que toi, monsieur AMIBAC, répond à ces élèves? Et ce sera la dernière question, parce qu'après, il faut qu'on… Ouais. Comment dire, il faut aussi faire confiance aux enseignants qui évaluent, c'est-à-dire qu'ils regardent les profils, ils ne prennent pas une donnée de manière complètement automatique et sans prise en compte. Donc, on peut avoir ce débat permanent sur est-ce que le fait d'être dans telle classe, le fait d'être dans une autre va me valoriser, pas me valoriser. Moi, je crois que c'est pas un débat. Vous n'êtes pas défavorisé parce que les enseignants qui regardent ont aussi conscience de la particularité de vos parcours. Deuxième élément, on va avoir avec le baccalauréat des éléments d'épreuve nationale. Et ces éléments d'épreuve nationale, ça permet aussi de relativiser la place dans son lycée. Puisqu'en fait, c'est quand vous passerez les enseignements spécialisés, vos copies seront numérisées, anonymisées, corrigées par d'autres enseignants que les vôtres ou ceux de votre lycée. Donc, ça redistribuera. Peut-être, Xavier, si tu me permets, moi, je trouverais intéressant. Alors, je pense que techniquement, on doit pouvoir récupérer les questions si les collègues peuvent récupérer des questions. Et cet échange-là avec les lycéens peut nous permettre, nous, d'apporter des réponses dans notre FAQ si on ne les a pas traitées, de manière à ce que, je pourrais revenir vers toi, Xavier, de manière à ce que tu rediffuses
les réponses auprès des lycéens, sur celles pour lesquelles qui sont plus spécifiques. Et puis, on bénéficiera, on enrichira la FAQ globale de Parcoursup si on a des questions pour lesquelles, pour l'instant, on n'avait pas de réponse ou qui permettraient au moins de faire profiter à tous les lycéens. Très bien. Écoute, j'ai noté que je t'envoie les questions de l'ensemble des questions qui ont été posées et qu'il y aura un retour. De toute façon, on a le mail de l'ensemble des participants de la journée. Donc, s'il faut renvoyer ensuite à tous les participants, on pourra le faire sans problème via notre liste de diffusion. Deuxième chose, je voulais aussi quand même dire aux élèves d'Abibac que le réseau Abibac est mobilisé sur cette question-là et qu'on travaille avec Jérôme Théard et ses équipes pour une meilleure visibilité et pour mieux faire connaître l'Abibac dans le supérieur, ce qu'a dit Jérôme tout à l'heure. Et vraiment, chers élèves, soyez-en convacus. La présence de Jérôme Théard aujourd'hui montre bien que on crée ce dialogue avec le supérieur parce qu'on a bien conscience qu'effectivement, on n'est pas encore dans un monde parfait et qu'il y a du boulot à faire. Et c'est notre travail à nous aussi de travailler en bonne intelligence avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Jérôme, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose pour terminer avant que je conclue définitivement. Moi c'est un message de confiance qu'il faut avoir les lycéens. Je pense que vraiment, et un message aussi, parce que je sais que c'est celui aussi des formations du supérieur. Elles savent aussi quelle est la situation des lycéens cette année. Et que le regard sera aussi bienveillant parce qu'on est dans une année particulière, vous vivez un contexte qui est difficile, comme vos enseignants aussi, et que personne l'ignore, ça. Donc, ça rejoint aussi ce que je disais, il n'y a pas de monstre froid qui fait des choix arbitraires. Il y a des gens qui prennent en compte aussi la situation. Et par exemple, pour ceux qui sont intéressés, là, je vous le dis, nous, on va demander, parce que vous vous posez certains qui vont passer des concours d'école de commerce, d'école d'ingénieurs, vous vous dites, mais oui, mais est-ce qu'il y aura un concours au mois d'avril parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Ce que nous allons demander aux formations du supérieur, c'est que au 20 janvier, elle vous ait dit précisément quelles seront les modalités, y compris en disant, si jamais je ne peux pas faire un concours écrit parce que les conditions sanitaires ne sont pas réunies, voilà comment je ferai la sélection sur ce dossier. Et vous voyez, c'est anticiper et puis aussi vous apporter plus de sérénité parce que je crois que c'est l'objectif, vous donner de la sérénité. Et puis, moi, je vais faire comme les élèves parce que je voudrais remercier aussi le réseau Abibac pour le travail qui est fait avec les élèves. C'est important. On a besoin d'interlocuteurs comme ça qui permettent de faire le lien avec vous et puis qui permet aussi de faire avancer parce que la perfection, alors, c'est pas de ce monde, comme on dit, mais ça n'empêche pas d'y tendre tous collectivement et puis de profiter des expériences des uns et des autres pour essayer d'améliorer toujours le système pour que ça soit le plus juste pour les élèves et que ça soit le meilleur pour nous tous. Voilà. Alors, Jérôme, tu assistes à un moment toujours très émouvant dans les SAS, les semaines de la bibliothèque du Supérieur, ce qu'on appelle le SAS, les SAS. C'est le moment où les élèves écrivent merci. Et donc, tu as une rivière de merci qui apparaît là et que je trouve à chaque fois extrêmement émouvant. Et ça a commencé dès le départ, puisqu'il y a 3 semaines, on avait fait la conférence avec le président de l'Université franco-allemande qui avait ouvert, alors que toi, tu l'as fait. Et donc, officiellement, donc, je dois faire quand même le propos, chers élèves, conclusif. Donc, mon cher Jérôme, merci beaucoup pour ce temps passé avec nos élèves. Merci pour ta grande disponibilité ce soir et la clarté de tes réponses, qui a été soulignée par plusieurs élèves. Merci aussi à vous, chers élèves. Là, vous étiez jusqu'à 300 ce soir pour votre présence, pour vos questions pertinentes et qui permettent le succès quand même de cette opération. Et beaucoup d'émotions pour ma part, puisque quand même, avec les SAS, on a eu un vrai succès, puisqu'on était à 3500 inscriptions en tout sur l'ensemble des conférences. Je ne vous cache pas, et Jérôme, je ne te le cache pas, qu'on ne s'attendait pas quand même à avoir un tel succès. Alors, c'est vrai qu'il y a le confinement, peut-être aussi que l'horaire de 19h à 19h45, ça convenait aussi aux élèves de terminale et de première, puisqu'il y a aussi des premières qui arrivent là. Mais bon, en tout cas, merci à vous, chers élèves, pour votre mobilisation, parce que sans vous, pas de réseau Abibac et pas de succès non plus de l'opération. Et donc, je voulais vraiment vous remercier, les jeunes, et vous dire aussi qu'on va vous demander votre avis très prochainement sur l'ensemble des conférences parce qu'on veut être évalué. Et vous êtes nos évaluateurs. Écoutez, chers élèves, prenez la balle au bon. Les profs, ils ont monté un projet, mais c'est vous qui l'utilisez. Donc, on va vous demander de dire ce que vous pensez. Et aussi, est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous pensez que pour l'année prochaine, il faudrait le faire pour vos successeurs ou pas? Et on voudrait avancer ensemble. Merci aussi, et je ne les oublie pas, à tous nos collègues profs d'allemand
profs d'histoire, géographie, des sections BIBAC et européennes qui se sont mobilisés, qui ont transmis l'information aux classes, qui ont transmis l'information aux élèves et qui ont permis cette belle réussite durant ces 3 semaines. Donc, merci, chers collègues. Je remercie évidemment officiellement toutes les institutions qui sont mobilisées et qui sont venues à la rencontre de nos élèves, l'Université franco-allemande elle-même, les universités et grandes écoles membres de l'UFA, et bien entendu, ce soir, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, par sa présence ce soir et que tu incarnes, mon cher Jérôme. Et enfin, on n'avance pas seul. Et je voulais vraiment donner un très grand merci pour toute la formidable équipe du réseau Abibac qui a organisé quand même cette opération en pratiquement 15 jours. C'est quand même remarquable. Moins de 3 semaines pour CSAS et qui ont ensuite animé CSAS pendant 3 semaines. Donc, voilà, chers élèves, chers collègues, chers partenaires, mon cher Jérôme, et à toutes et tous au nom du réseau Abibac, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je voulais vous remercier pour cette présence durant ces 3 semaines. C'est quand même loin d'être évident et avoir encore 300 personnes ce soir, ça témoigne qu'il y a un véritable réseau qui existe des élèves. Et à vous, mes chers élèves, tout le réseau Abibac, tous vos professeurs, on vous souhaite une belle fin d'année là, on vous souhaite de vous reposer et surtout, on vous souhaite une très belle réussite à la fin de l'année scolaire. Voilà, je vous remercie.